Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 4e journée de notre sommet du mentorat France-Québec. Le mentorat pour entrepreneurs est un accompagnement entre pairs destiné à soutenir un entrepreneur en lancement, en croissance ou en repositionnement, appelé le mentoré. Et les mentors sont des entrepreneurs expérimentés qui partagent leur expérience et qui, par du questionnement, apporte l'effet miroir et l'ouverture du champ des possibles. Nous sommes là ensemble, aujourd'hui encore, pour découvrir toutes les facettes de ce mentorat pour entrepreneurs. J'ai lancé le mentorat pour entrepreneurs il y a quelques années, aux côtés de Dominique Restineau en 2009, tout d'abord pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes au sens de l'âge, 18 à 30 ans, et nous avons étendu avec le réseau mentorat, depuis 2014, le réseau mentorat du Québec, le mentorat à tous les profils d'entrepreneurs en France. Et je suis accompagnée pour cette 4e journée encore par Marius Brisson, en direct du Québec. Marius est un journaliste de carrière qui a travaillé 20 ans au sein des grands réseaux de télévision au Québec. C'est également un entrepreneur depuis 20 ans. Il a fondé son entreprise Solutions.com et il est également mentor au sein du réseau mentorat, donc au Québec, et également animateur à 16h. Bonjour Marius. Un beau bonjour Bénédicte, un grand plaisir d'être là. Et aujourd'hui, nous donnons la parole aux mentors. Nous vous proposons 2 plateaux autour de 8 mentors, de nos réseaux français et québécois, 2 sur chaque plateau en France et 2 sur chaque plateau au Québec. Ce premier plateau sera consacré aux mentors qui donnent du temps bénévolement pour accompagner d'autres entrepreneurs. Vous nous raconterez pourquoi vous donnez ce temps-là. Et le deuxième plateau examinera la relation mentorale sous l'angle du profil des mentorés. Marius, je vous laisse présenter nos premiers invités. Merci Bénédicte, c'est vraiment un grand plaisir là, pour toute l'équipe du Québec de faire équipe avec vous pour cette belle aventure. Alors pour cette première séquence, j'ai le bonheur d'accueillir 2 mentors français, 2 mentors québécois. Allons-y d'abord avec le plateau français. Jackie Isabello, cofondateur de CorioLink et AlgoLink, ses dernières créations. Aujourd'hui, mentor du réseau Mentorat France, un parcours entrepreneurial depuis plus de 20 ans pour vous, Jackie. Bravo. Je vous présente aussi Bastien Rabastens, cofondateur de Jiminy's, une entreprise innovante qui nous propose de manger des insectes comestibles 100% européens. D'abord mentoré au MoveJ, puis à l'IME, et aujourd'hui mentor pour le MoveJ. Au Québec maintenant, plateau du Québec, Daniel Lacombe, entrepreneur depuis de nombreuses années dans le domaine des technologies de l'information, mentor depuis plus de 10 ans déjà. Daniel est investi dans la cellule de mentorat de Sherbrooke, ville dont il est originaire, et Daniel y a d'ailleurs effectué un petit retour aux sources récemment. Et je vous présente Patrick Préfontaine, un entrepreneur récidiviste avec à son actif plusieurs créations de start-up dans le B2B, ce qu'on appelle le B2B. Alors, je reprends mes questions pour nos témoins panélistes. Jackie, d'abord, un parcours entrepreneurial depuis plus de 20 ans. Quels ont été les points marquants de ce cheminement? Et surtout les rencontres. Bonjour Marius déjà. Bonjour. Les rencontres que ce soit au tout début, parmi la communauté professionnelle qui est la mienne, puisque je m'occupe pour le compte de nos clients de communication. Mais j'ai eu la chance surtout de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont fait grandir et puis qui ont su recevoir le savoir que j'avais pu acquérir et qui aujourd'hui prennent toute leur importance en étant mes associés après avoir été mes employés. Et j'avoue qu'à 50 ans, puisque je vais vous confesser mon âge, malgré le maquillage qui m'a un peu embelli, que c'est une grande satisfaction qu'aujourd'hui 2 de mes anciens collaborateurs soient devenus quasiment mes chefs, puisque leur part dans l'entreprise leur permettent de la contrôler. Et c'est vrai qu'une entreprise, c'est quelque chose qui doit vivre et qui doit laisser s'exprimer les talents. Et les talents, eh bien, ils s'expriment toujours, dans nos métiers en tout cas, par les plus jeunes. Et je crois que c'est cette satisfaction-là que je garderai. Merci Jackie, belle présentation. Bastien maintenant, alors faire manger des insectes, ça intrigue bien des gens. À des Européens, c'est sans doute le grand parcours du combattant. Alors on fait comment pour trouver la force pour ce combat chaque jour, mon cher Bastien?
Bonjour Marius, merci pour cette question. Bonjour. Eh ben, on se bat tous les jours, c'est vrai. Et tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est comme pour le mentorat. Donc tout simplement en s'entourant bien. Et c'est comme ça qu'on continue à combattre jour après jour. Mais on ne le fait pas qu'en France, on fait aussi manger des insectes jusqu'au Québec. Tiens, alors, est-ce que... On a bien hâte de découvrir ça, en tout cas. Merci, Bastien, pour cette courte réponse, je dirais. Daniel, maintenant, pouvez-vous nous raconter le plus grand défi auquel vous avez fait face dans votre vie d'entrepreneur? À vous, Daniel. Le défi, c'est toujours le même, c'est d'arrimer et de devenir une inspiration pour les gens de nos équipes, pour leur faire partager nos objectifs et nous atteindre les buts qu'on s'est donnés. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui est, comme monsieur disait, qu'une entreprise, sa vie, ça doit évoluer. C'est vraiment la réalité, c'est l'ensemble d'humains qui fait une force pour créer une entreprise. Tout le restant, c'est des produits, des accessoires, des technologies, mais il faut que des humains y croient. Donc, l'intelligence relationnelle. Merci, Daniel. L'affaire et l'intelligence, effectivement. Merci. Merci, Daniel. Patrick, si vous deviez partager, vous, avec nos téléspectateurs, une expérience particulièrement marquante dans votre vie d'entrepreneur et la façon dont vous avez surmonté cet épisode, et puis les petites traces que ça laisse, là, ce serait quoi, Patrick? Moi, je dirais que, premièrement, bonjour Marius. Bonjour. Une des expériences les plus marquantes que j'ai eues dans ma vie, puis ça va à ce que pour moi, être un entrepreneur c'est la résilience, c'est de passer très près, donc de savoir que l'entreprise allait probablement faire faillite, mais de toujours y croire et de pousser. Et on a réussi à avoir un financement si on peut, de dernière minute, ce qui nous a permis de survivre et non pas survivre, mais après ça, même de racheter un de nos plus grands concurrents. Donc, de savoir que cette nuit-là, quand je me suis couché, que j'étais capable de dormir, et puis de savoir qu'avec le travail d'équipe, donc de tous les gens autour, on a pu arriver à notre... OK. Intéressant. Donc, si je résume les propos de nos 4 panélistes, nos 4 témoins, donc les rencontres sont importantes, bien s'entourer, travailler ensemble, et puis la résilience. Alors, on poursuit sur un autre sujet. Alors, vous êtes les 4 aujourd'hui de mentors engagés, évidemment. Pouvez-vous nous faire part de votre vision du mentorat? Quel type, avec d'autres types d'accompagnement, par exemple, comme le conseil, le coaching, la différence là, ou encore le travail de l'ange investisseur. Donc, le mentorat, quelle est votre vision du mentorat? Commençons avec Jackie. Le coaching n'a rien à voir avec le mentorat. Les gens sont tous d'accord. On a bien été formés par Bénédicte et Dominique Restineau. Cette, je pense, substitution professionnelle qui s'appelle le coaching consiste à bénéficier des expertises d'un métier et de les appliquer dès lors qu'on a choisi le prestataire dans notre entreprise. Le mentorat, c'est une maïeutique philosophique, c'est un accouchement. C'est permettre l'appropriation par le mentoré des solutions de bon sens qui sont celles qui vont l'aider à révéler les talents de son entreprise et puis d'imaginer la progression pour que celle-ci devienne pérenne ou qu'elle se réoriente ou voire même, pourquoi pas, qu'elle s'arrête. Donc c'est vrai que ce sont vraiment 2 choses différentes et il nous tient à cœur avec Bénédicte, Dominique et tous les mentors que cette barrière reste infranchissable. Hein. On doit faire grimper la montagne au mentoré et on ne doit pas le porter sur notre dos qui est plus le boulot du consultant ou du coach. Alors, résister à l'envie de faire du conseil, du coaching, c'est bien, Jackie. Bastien, vous voyez les choses de quelle façon dans cette vision du mentorat? Ça vous inspire quoi? Eh bien, écoutez, moi, je vais répondre plutôt sur le spectre du business angel ou de l'ange investisseur, comme on dit chez vous. Le mentorat doit être décorrélé, je dirais, de tout aspect financier. Il n'y a pas de logique capitalistique à ce moment-là. Donc, on a même d'ailleurs plus tendance, quand on forme le couple mentor-mentoré, à choisir des entreprises qui n'ont pas forcément de synergie entre elles. C'est même plus logique pour éviter le biais de se dire « Ah, mais à la place du mentoré, il faudrait faire comme ci ou comme ça ». Donc c'est très important d'être dans une relation où il n'y a pas de partie prenante financière. Ça permet d'avoir un débat qui se concentre sur le principal, sur la discussion, et pas sur une forme, je dirais, de croissance ou de décroissance de l'entreprise, même si dans l'ensemble de la discussion, le point est abordé. Je dirais la décorrélation financière est extrêmement importante pour que la relation soit saine.
Merci Bastien. Daniel, vous voyez les choses comment? Donc, vision du mentorat, la différence avec le conseil. Alors, est-ce que c'est inné de devenir mentor? Je vous écoute, Daniel. Non, je pense pas que c'est inné. Je pense qu'on apprend à chaque diade, on en apprend un peu plus. Par contre, je pense qu'effectivement, on est le principal force du mentor est peut-être de briser l'isolement de l'entrepreneur. Souvent, les gens de notre entourage, notre épouse ne veut pas précisément savoir tous les détails de la pression qu'on subit, nos employés, nos collègues, la même chose. Donc, ça permet de s'asseoir avec un mentor, d'échanger sur des problématiques, des expériences, de nouvelles expériences souvent qu'on vit. Et il ne faut pas négliger le fait qu'on parle souvent des jeunes entrepreneurs. J'ai eu des entrepreneurs mentorés qui étaient plus âgés que moi et qui avaient plus d'expérience que moi, mais qui se retrouvaient face à de nouveaux défis. Et ils voulaient échanger avec un mentor, en discuter. Et souvent, la force d'un bon mentor, je pense, c'est de poser les bonnes questions. Parce que l'entrepreneur a souvent la réponse innée en lui. Il n'est peut-être juste pas rendu au moment de l'exprimer ou de la vivre. Merci. Patrick, allez-y, c'est à vous, Patrick. Exprimez-vous votre vision du mentorat. La vision du mentorat, on en parle, tout le monde a discuté, c'est vraiment plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Donc, c'est vraiment de pouvoir écouter, mais de permettre aussi à l'entrepreneur de parler de sa vie d'être entrepreneur. Donc, des choses que souvent, il n'y a pas la chance d'en parler, même des fois à ses associés, certainement à sa famille, à ses employés. Donc, c'est l'opportunité d'avoir une personne avec qui il peut vraiment se laisser aller et avoir l'écoute et puis l'aider à cheminer dans l'expérience d'entrepreneur. On le sait tous, on l'est tous, entrepreneurs. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre à l'école, c'est vraiment quelque chose que tu dois vivre. Comme on dit en bon québécois, l'apprendre sur le tas. Et puis, je pense que de l'avoir fait et de pouvoir écouter quelqu'un, je pense que c'est ce qu'on peut apporter. Et puis, si on va chercher aussi, nous, le plaisir de parler avec d'autres entrepreneurs. Merci, Patrick. Alors, je résume brièvement votre vision du mentorat pour Jackie, Bastien, Daniel et Patrick. Ça passe par un accouchement. Ça n'a rien à voir avec les impacts financiers, briser l'isolement et savoir être à l'écoute de l'autre. Maintenant, vous en parlez avec beaucoup de passion, de conviction. Quel a été le facteur qui a déclenché votre envie de devenir mentor ou que vous avez accepté ce rôle-là? Jackie, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? La relation avec Bénédicte et Dominique au départ, mais je pense le fait d'avoir grandi dans des collectivités, et notamment des collectivités militaires, d'avoir été un peu dans des groupes sportifs, des colonies de vacances où on partage les bons comme les mauvais moments et où on apprend finalement qu'avec certaines personnes, il ne sert à rien de se cacher, qu'au contraire, en se révélant, on arrive à conjuguer des talents et qu'avec ce type de personnes, eh bien, on progresse, comme le disait Bastien, on va ensemble beaucoup plus loin. Et puis après, on découvre beaucoup d'autres choses en pratiquant l'exercice. C'est un peu comme un sport, comme une entreprise. Le mentorat nous révèle des choses et nous fait trouver des ressources pour accompagner la personne, mais également pour se repositionner ou se remettre en question dans son parcours personnel. Donc, de ce qui est un don au départ de notre part devient un échange extrêmement fructueux avec l'autre tout au long de la démarche. Donc cette notion d'altérité dont on parle beaucoup dans la société en ce moment, eh bien le mentorat permet de le découvrir. Et moi, je trouve ça assez satisfaisant. Je ne sais pas si tu es d'accord, Excellent. Bastien. À 100%. Merci. Bastien, enchaînez. Allez-y avec votre facteur qui a déclenché votre envie de devenir mentor. Eh bien, écoutez, c'est très simple. On a créé notre société très très jeune avec mon associé puisqu'on avait à peine 20 ans. Donc on a été dans la turbulence des débuts d'une société qui va très vite avec beaucoup de soucis. Et le seul moment où on pouvait vraiment dire la vérité, exactement exprimer ce qu'on ressentait, qui en était à tous les niveaux, c'était pas devant la presse, c'était pas devant les investisseurs, c'était pas devant les équipes, c'était encore moins devant le board, c'était avec notre mentor. Et ça a été un véritable apprentissage en plus parce que nous, on passait vraiment du stade où on est encore des étudiants adolescents, des étudiants entrepreneurs à vraiment des entrepreneurs. Et finalement, on rentre dans la vie active. Et on y est aussi rentré par le biais du mentorat. Donc on a énormément apprécié. Et ça me semblait logique, après avoir autant reçu en étant mentoré, d'essayer de redonner la même chose
en devenant mentor. La logique, c'était voilà, on a beaucoup reçu et il faut aussi donner derrière. Et c'était dans cette logique-là qu'on a voulu, enfin en tout cas moi que j'ai voulu devenir mentor. Et c'est vrai qu'on y trouve un plaisir insondable à pouvoir discuter de problématiques qui finalement sont partout les mêmes, mais sont à chaque fois différentes. Merci Bastien. Donc je retiens, Jackie et Bastien, l'aspect groupe et puis le moment de dire la vérité. C'est vraiment très intéressant. Daniel, je vous donne la parole. Allez-y avec votre facteur déclencheur. Le facteur déclencheur, c'est un retour en Estrie, comme vous disiez un peu plus tôt, m'a amené à reprendre contact avec des entrepreneurs de la région qui étaient déjà des personnes que j'appréciais énormément à l'époque et qui m'ont approché pour, j'ai travaillé plusieurs années à l'extérieur du pays. Ils aimaient le CV, l'expérience, et ils me disaient, mais semble que tu pourrais... Et j'ai embarqué à pieds joints. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé l'expérience, les échanges. J'ai toujours considéré que je retirais probablement autant, sinon plus, que de mentorie. J'adore les interventions. J'ai travaillé avec des mentories dans différents domaines et différentes personnalités, et ça nous apporte énormément. Donc, donner au suivant, mais je pense que c'est un échange qui est gagnant-gagnant en bout de course. Du moins, j'espère. Merci. Merci, Daniel. Patrick, allez-y. Écoutez, moi, c'est ce qui m'a donné le goût d'être mentor, c'est le fait que j'ai eu de très bons mentors dans ma vie. Donc, et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, quand est venu le temps où j'ai eu l'opportunité de moi-même de le faire, mais c'était naturel. Parce que je pense que tous les entrepreneurs aiment les entrepreneurs. Puis c'est une opportunité de passer du temps avec d'autres entrepreneurs et puis de leur permettre d'avoir un peu de notre expérience. Mais comme Daniel a dit, c'est aussi donnant-donnant. Donc, on va chercher autant qu'on donne. Donc, c'est vraiment un plaisir continu, si on veut. Donc, ça a commencé par être mentoré pour devenir mentor. Puis je pense que ça va toujours être comme ça. Merci Patrick. Je retiens de vos deux interventions un retour aux sources, et quand on est bien mentoré, on peut mentorer les autres. On peut devenir mentor. Alors Bénédicte, nos panélistes ont tous un petit point en commun, n'est-ce pas? Oui, on peut le dire, ils sont tous entrepreneurs, c'est leur petit point commun. Et effectivement, c'est très important. Le mentorat, c'est un échange entre pairs, hein, donc entre pairs entrepreneurs. Mais est-ce que ça suffit d'être entrepreneur pour être un bon mentor? Moi, j'aimerais poser cette question à nos quatre témoins. Que pensez-vous qu'il faut avoir, en plus d'être entrepreneur, pour être un bon mentor? On va peut-être commencer par Jackie, allez, qui a envie de se lancer. Assumons qu'on se considère comme un bon mentor. Assumez-le. Ce qui est déjà une étape assez importante, mais prenons-le et merci. Je crois que cette notion de partage, c'est vrai que Bastien et moi, on a commencé très très jeune, et c'est vrai qu'en commençant très très jeune, finalement, on est versé beaucoup dans le doute, même si on essaye en bon garçon d'éviter de le montrer. Et puis très rapidement, on s'aperçoit que de parcourir, eh bien, soit on a de la chance, parfois on a des amis qui en ont moins et qui peuvent faillir ou échouer, et que ces choses-là dépendent de très peu de choses, et que de rencontrer d'autres gens, ça permet, c'est une forme finalement de progression, et peut-être d'éviter des erreurs que nous on aurait pu connaître, que d'autres n'ont pas eu la chance d'éviter. Et cette espèce d'instinct grégaire de se regrouper entre entrepreneurs, je pense qu'on devient plus fort. C'est pour ça que je parlais de cette réciprocité tout à l'heure. Ils vont se sentir plus forts, mais on leur dit souvent que nous aussi, on va se sentir beaucoup plus forts, et peut-être que ça aide, comme vous le disiez, à devenir un meilleur mentor, mais j'espère aussi un meilleur mentoré, puisque l'objectif, c'est de donner beaucoup plus au mentoré, puisque c'est l'expression du movie quelque part. Donc donner au mentoré, mais Bastien, est-ce que c'est si facile d'être dans cette posture de questionnement? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire non, on ne fait pas comme ça, parce que là, il va t'arriver des bricoles? Et c'est là où c'est compliqué, et je pense que c'est extrêmement important pour être un bon mentor, c'est avoir le goût des autres, et donc la capacité à se mettre en retrait et à écouter pleinement. Et il ne va pas vouloir aller trop vite. Et moi, le premier, de temps en temps, j'entends des choses dans la discussion, j'ai envie de dire « Ah ouais, mais moi j'ai vécu ça, et puis j'ai fait ci, ça, ça ». Et ben non, il faut être capable de se mettre sur pause, de pleinement entendre le message, et parfois d'amener avec une anecdote ou même directement son ressenti. Et puis parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, en fait, ce que va exprimer l'entrepreneur qu'on a en face de nous, c'est déjà acquis.
il n'y a pas besoin de continuer la maïeutique parce que l'accouchement est déjà là, le fait est déjà là, et c'est plutôt d'aider sur des façons différentes. Donc c'est jamais facile, mais voilà, la capacité d'écoute est extrêmement importante. Et ça prend du temps, parfois. Ça va prendre plusieurs heures, plusieurs sessions avant de mettre le doigt sur un sujet parce que c'est des signaux faibles dans la discussion. Et en général, c'est après plusieurs rencontres que le mentoré se lâche vraiment et va se dire « Ah ouais, mais il faut absolument que je te parle d'un truc que je n'osais pas, on ne se connaissait pas assez. » Et c'est là où ça devient vraiment très, très intéressant. Beaucoup d'écoute, avoir le plaisir de se retrouver ensemble, aimer les autres. Du côté du Québec, Daniel, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un jeune entrepreneur, ou enfin un entrepreneur moins aguerri que vous, et d'avoir envie de lui dire non, surtout ne va pas par là, là tu vas te prendre le mur. Comment on fait pour retenir ces pulsions de conducteur? Je rejoins Bastien, c'est pas toujours facile au départ. Effectivement, je pense qu'on s'améliore comme mentor à chaque diade, à savoir poser des bonnes questions et à bien sentir les réponses. Souvent, dans la réponse, on suscite la prochaine question pour l'amener à notre mentoré à mieux intervenir à ce moment-là. Et il y a peut-être un élément qu'on ne tient pas toujours assez compte. Bastien, vous disiez que ça prend un certain temps. Effectivement, il faut aussi donner un peu de temps pour établir un lien de confiance entre les deux individus. C'est pas évident pour un jeune ou un entrepreneur d'exposer la problématique, parce que souvent, ils viennent demander un mentor parce qu'ils ont une problématique. Ils l'ont probablement identifié même, mais de là à dire, mettre ça sur la table le premier matin, ou première rencontre, il faut établir un lien de confiance. Ce qui est très porteur aussi, c'est que souvent, moi, j'ai des mentorés que j'ai accompagnés il y a 10 ans, et c'est toujours un plaisir de les croiser et de parler d'entreprise après. Donc, le lien est resté là. Et alors, pour vous, Patrick, est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter sur cette posture de mentor? Comment on arrive vraiment à garder sa place de celui qui questionne, de celui qui partage sans prendre la main? Mais je pense qu'il faut être capable de se retenir, parce que c'est certain que, comme tout entrepreneur, on est des gens qui veulent faire avancer les choses, mais l'objectif ici, c'est pas vraiment de faire avancer, c'est de permettre à la personne de se découvrir aussi. Donc, il faut avoir de la retenue. C'est pas toujours facile. Dans la question que vous aviez, je pense que tous les entrepreneurs peuvent potentiellement être mentors, mais c'est pas tous les entrepreneurs qui le sont et peuvent le devenir, dans le sens que c'est faut avoir cette capacité-là de retenue, si je peux dire. Alors justement, Patrick, est-ce que vous pouvez continuer sur ce sujet-là? Ça n'a pas l'air si simple d'être mentor. Qu'est-ce que ça vous demande à vous comme engagement de garder cette posture? Quelle implication et quel impact pour vous d'être mentor? Mais le plaisir, puis Daniel, je pense qu'on a fait allusion, dans le sens que on bâtit la confiance, c'est quelque chose qui est dans le temps. Dans le sens qu'encore là, quand on commence et on se le fait dire, dans les formations, on en parle beaucoup. Cette écoute-là, c'est vraiment une écoute qui permet à l'entrepreneur de nous découvrir, et ça nous permet de le découvrir, mais à la fin, c'est beaucoup plus pour lui. Donc, c'est sa découverte via nos expériences et via des questions qu'on peut lui poser. En général, les gens savent ce qu'ils veulent faire, mais des fois, ils ont juste besoin d'avoir l'écoute pour pouvoir déterminer et s'aider eux-mêmes. Merci. Daniel, pour vous, être mentor, ça vous demande quel effort? Quel effort? C'est un bien grand terme. C'est fort agréable. Par contre, peut-être, juste pour terminer, un des éléments que l'expérience m'a amené, j'évite d'avoir un mentoré dans un domaine où je suis déjà. Je refuse systématiquement un mentoré en technologie, par exemple. Et c'est encore plus difficile de ne pas suggérer de rester dans notre rôle de mentor. Donc, ça, c'est un des points, c'est que j'ai appris avec les années, qui, je pense, on a discuté encore, nous aussi, en formation, tout ça, et qui amenait beaucoup. C'est vraiment pas un effort d'être mentor, c'est même un plaisir. Et ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que dans n'importe quelle relation, il y a des périodes où en entreprise, c'est plus difficile. J'ai eu certaines diades où il fallait avoir un niveau de disponibilité plus que normal parce que l'entrepreneur passait une période très difficile et
les communications, il faut être à l'écoute, mais il faut être aussi disponible. Alors, merci à tous les deux. Avant de repasser la parole à Marius, je vous propose d'écouter Daniel Bollet, qui est un entrepreneur à Montréal, qui est coach également et qui a choisi de devenir mentor. Il ne pouvait pas être parmi nous, mais il a tenu à partager sa passion pour le mentorat au travers de cette capsule. Écoutons-le. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'avoir l'occasion de vous parler, puis de parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens de Réseau Mentorat, qui s'appelait Réseau M, en novembre 2015. Puis à ce moment-là, je me posais vraiment la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être bon pour être un mentor? Fait que j'avais le sentiment de l'imposteur, comme plusieurs d'entre vous avaient probablement. Puis quand j'ai rencontré les gens de chez Réseau Mentorat, bien, ils m'ont expliqué un peu le concept. J'ai compris très rapidement que le mentorat, à quoi ça sert? Ça permet à l'entrepreneur de sortir ses idées de sa tête pour être capable de les examiner avec un œil plus objectif, puis après ça, développer des réflexes pour être capable de trouver des solutions. Puis, j'ai beau être un imposteur, je suis capable de faire ça, sauf que j'avais besoin d'apprendre à le faire. Donc, je voyais bien qu'il y avait le potentiel, j'étais probablement capable de faire ça. Puis pour les questions qui m'échappaient, puis où est-ce que j'avais certaines craintes, bien, j'ai compris rapidement que Réseau Mentorat offrait des formations où est-ce qu'on est accompagné, puis il nous aide nous-mêmes à nous mettre dans une posture mentorale, puis à aider les gens à réfléchir, à apprendre à poser des bonnes questions. Bien, j'ai commencé à appliquer un peu cette posture-là mentorale dans mon entreprise, où est-ce que, plutôt que de dire « faites ça de telle façon », je posais la question « pourquoi tu penses qu'on devrait faire ça ?» Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait valider par la suite? J'amenais les gens à se poser des questions. Donc, ce qu'on apprend dans les formations de mentors pour aider nos mentorés, en fin de compte, puis les accompagner, bien, ça nous aide à développer notre propre leadership, puis à faire en sorte qu'on développe le leadership de nos gens autour de nous. Puis ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie. C'est ce que j'ai compris, puis je trouve merveilleux, parce que maintenant, j'utilise ça au travail. Quand j'ai commencé avec le mentorat, je ne pensais pas que j'allais être riche comme ça de connaissances puis de développement personnel. Mais ça m'a apporté énormément. C'est un investissement en nous-mêmes que de faire du mentorat. Donc, quand on parle que ça prend 3 heures par mois en moyenne, ben c'est vrai, puis ça prend probablement même un petit peu moins. Pour conclure, je vous inviterais fortement à tenter le terrain puis venir nous rencontrer. Prenez le temps de venir goûter un peu à cet environnement-là. On est 1700 mentors et plus à être bienveillants puis à vouloir aider les entrepreneurs à devenir des meilleurs entrepreneurs. Il y a vraiment des bénéfices tangibles, puis ça vaut vraiment la peine de s'investir parce que ça nous redonne énormément. Ça redonne à la société. Donc, c'est un service à rendre à tout le monde, puis en plus, vous allez y gagner. Fait que prenez le temps d'essayer, venez nous rencontrer. Alors Marius, vous qui êtes entrepreneur et mentor, je pense que ces témoignages vous parlent particulièrement. Vous aussi, vous avez attrapé le virus. C'est vrai, Bénédicte, quand on y goûte, on devient accro rapidement, surtout quand on constate à quel point son mentoré lui aussi semble s'épanouir. Alors, la question que je pose à nos invités aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner quelques exemples concrets dans la différence que le rôle de mentor a pu avoir auprès des mentorés? Allons-y avec Jackie d'abord. La différence, c'est peut-être un regain de confiance, je dirais. Avant le mentorat, plus de difficultés à appréhender la relation et puis après d'acquérir beaucoup plus de confiance, je pense. OK, Bastien, allons-y avec Bastien. Écoutez, moi je pense que c'est aussi la capacité et la posture à vraiment s'affirmer quand on est jeune dirigeant, à être capable de prendre des décisions qui sont lourdes et à le faire vraiment. Ça a été impactant, des décisions extrêmement claires, extrêmement franches. Daniel, vous diriez quoi? Le retour de certains mentorés qui reviennent au réseau après quelques années d'expérience pour se porter volontaire pour être mentor, c'est une belle réussite. Intéressant. Patrick? Certainement de voir plus loin, donc d'avoir l'opportunité de discuter de ses pairs puis de les assouvir, d'arriver à pouvoir passer par-dessus. Merci à vous quatre. Je vous relance tout de suite. Auriez-vous un argument à partager pour que le mentorat pour entrepreneurs devienne, de part et d'autre de l'Atlantique, disons, une grande cause, une cause nationale? On va y aller avec Bastien. Si j'avais un argument en faveur à donner, je pense qu'il suffit de regarder le taux de réussite des entreprises, des gens qui sont
mentorés et qui suivent du mentorat qui est sûrement beaucoup plus grand, même si je n'ai pas le chiffre précis, de ceux qui ne le sont pas. Et juste ça devrait suffire à faire un argument de vérité qui permettrait de l'établir en énorme cause pour la survie des entreprises. C'est une question d'actualité. Si je peux donner un chiffre, 85% des entrepreneurs accompagnés au Mouv'Dier Réseau Mentorat France survivent et deviennent pérennes après 3 ans, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale en France. Merci Bénédicte. Jackie, vous diriez quoi, vous, sur l'argument à partager là, pour que... Je dirais que les enfants ont des parents, que ces mêmes enfants ont des professeurs, que les salariés ont des managers, et donc les entrepreneurs doivent avoir des gens qui, quelque part, prennent soin d'eux et partagent avec eux. OK. Daniel, pour que le mentorat devienne une cause nationale? On a des enseignants quelqu'un a dit précédemment que l'entrepreneuriat ne s'enseignait pas à l'école. Je suis parfaitement d'accord. Donc, c'est à nous à accompagner nos entrepreneurs pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Patrick, le mot de la fin? Je vais revenir sur le mot du début. C'est vraiment la réussite des entreprises. Donc, ça a été démontré. Et je crois que c'est extrêmement important pour les entrepreneurs d'avoir accès à des mentors. Merci beaucoup à vous 4 pour votre authenticité, vos commentaires passionnés, bien sentis. Alors, avant de clôturer cette première séquence, je vous propose d'abord de jeter un petit coup d'œil à ce message de Gila Clara Kessous. Alors, Gila cumule un prestigieux parcours académique, exécutive MBA de l'ESSEC. Elle est doctorat à l'Université de Boston, postdoc à Harvard. Gila a une solide expérience professionnelle pour développer le leadership et l'optimisation de la performance de ses clients dans un contexte international. Alors, en pleine crise sanitaire, Gila conseille à la société de s'inspirer des qualités du virus pour le combattre. Ainsi, c'est notre capacité à muter et à s'adapter que nous devons développer tant dans notre vie quotidienne que dans notre travail. Alors, ces changements de paradigme nécessitent également d'adopter un certain état d'esprit appelé optimalisme. C'est une forme de contraction de l'optimisme et du réalisme. Nous avons posé la question à Gila, comment notre état d'esprit influence-t-il notre capacité à trouver des solutions? À vous, Gila. Comment notre état d'esprit influence-t-il notre capacité à trouver des solutions? Il est vrai que lorsque on essaye de pouvoir comprendre la capacité que le virus a de muter, on voit qu'il a une agilité qui lui permet de pouvoir trouver une façon de muter pour continuer son cheminement. Et c'est quelque chose, on va dire, que nous redoutons. Dans un cadre entrepreneurial, il faudrait faire la même chose. Aujourd'hui, il est important de se concentrer sur une façon de se positionner qu'est l'optimalisme, contraction entre le réalisme et l'optimisme. Réussir à muter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réussir à comprendre, par une agilité qui va être à toute épreuve, comment les lois du marché sont bouleversées par ce que nous fait subir ce virus. Ça suppose ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Comprendre comment, selon la situation, il faut réussir à se positionner vis-à-vis d'un changement radical de communication. Cela suppose d'avoir clairement compris ce que signifiait le mot assertivité. L'assertivité, pour en donner une définition, c'est être ni hérisson, ni paillasson. Ni hérisson, c'est-à-dire dans l'agressivité, dans la volonté d'imposer en tant qu'entrepreneur ses idées, ni paillasson dans la volonté de soumission, d'essayer de faire passer ses idées comme secondaires par rapport à d'autres qu'on nous imposerait. Quand on gère une équipe, c'est souvent le cas lorsqu'on est entrepreneur et entrepreneur débutant, le but va être de pouvoir essayer de comprendre comment réussir à sentir les besoins pour que dans la communication, on comprenne une parole juste. La mutation du virus a supposé une compréhension du contexte stratégique pour que puisse être mise en place une volonté d'émancipation, je dirais, qui touche à une notion d'influence. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on a à voir
avec cette notion d'entrepreneuriat. Le rapport à sa propre influence suppose une communication maîtrisée. Alors la communication maîtrisée, c'est avant tout l'acceptation de se réconcilier avec son image, oser pouvoir faire de nombreux exercices supposant de la vidéo, comprenant son style de communication pour essayer d'aller encore plus loin dans le rapport à cette assertivité. Et puis je terminerai sur cette notion de positivisme relié au réalisme, l'optiréalisme. Je terminerai en disant qu'il est important aujourd'hui de pouvoir, dans son arbre de décision, de prendre aussi en considération la branche optimiste. Dans son plan, business plan, essayer de se dire qu'il y a aussi une possibilité que les choses aillent comme je souhaiterais qu'elles puissent aller. Et donc, dans une volonté de pouvoir entreprendre dans une direction positive, se dire avec espoir que les choses aussi peuvent aller bien. C'est ce qu'on appelle l'optiréalisme, cette volonté de pouvoir aller de l'avant, tout en restant tout à fait réaliste quant à la réalité du marché. Une dernière chose sur ce qu'on appelle les KPIs, qui sont aujourd'hui des choses très importantes. On parle souvent de KPIs, donc des Key Performance Indicators, les fameux clés indicateurs de réussite pour performance. On parle aujourd'hui de plus en plus d'indicateurs clés comportementaux. Alors, quels sont ces KPIs, Behavior Indicators? Ils touchent bien sûr la communication, ils touchent, on l'a vu, la stratégie d'influence, et ils touchent aussi la volonté de trouver du sens à son action. Et aujourd'hui, dans la relation que l'on a au monde, dans cette volonté d'entreprendre, il faut qu'on puisse comprendre que ce que nous entreprenons fasse un sens, mais pas seulement un sens vis-à-vis de ce que nous pouvons percevoir, mais un sens global, c'est-à-dire une volonté d'apport macro au monde que l'on peut appréhender. Donc ça, ces choses-là doivent être prises en compte si on veut réussir d'un point de vue entrepreneurial aujourd'hui. Un grand merci, Gila, pour ce message. Et moi, je retiendrai l'intelligence situationnelle. Ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Un grand merci à nos 4 témoins mentors. Merci, Bénédicte. Et nul doute que nos téléspectateurs entrepreneurs auront envie de se lancer après avoir ressenti autant de passion, d'efficacité. Et devenez vous aussi entrepreneurs à impact. Alors, nous vous retrouvons dans quelques instants autour de 4 autres mentors qui s'investissent chacun pour des entrepreneurs différents, sur des territoires différents et dans des secteurs différents. Un hasard ou un choix, nous allons voir ça dans un instant. Pour cette deuxième séquence de notre 4e journée du sommet du mentorat France-Québec, j'accueille 4 mentors qui ont des engagements forts. Avec eux, nous allons faire des focus sur des profils spécifiques d'entrepreneurs. Le mentorat est-il le même pour tous? Et est-ce qu'un mentor pour tous les entrepreneurs, est-ce vraiment nécessaire? Oui, mais nous allons examiner tout cela ensemble. Et je vais commencer par vous présenter Paul Ouellette. Paul Ouellette, vous êtes un spécialiste de l'économie sociale et vous intervenez à double titre aujourd'hui en tant que mentor et en tant que porteur de votre cellule de mentorat dédiée à l'économie sociale. Quelles sont très rapidement, Paul, les spécificités de l'économie sociale par rapport au mentorat, justement? Bien, il faut savoir qu'au Québec, c'est un secteur économique très dynamique, le secteur de l'économie sociale. C'est celui qui regroupe l'ensemble des coopératives et l'ensemble ce qu'on appelle, nous, les organismes que vous appelez en France les associations, mais associations, organismes qui ont une vocation entrepreneuriale. Alors, au Québec, ça regroupe 11 200, d'après les chiffres du ministère de l'Économie et de l'Innovation, 11 200 entreprises qui ont ces statuts coopératifs ou associatifs avec une vocation entrepreneuriale. On les retrouve à la grandeur du Québec et ça existe depuis le début du 20e siècle ici. Et ça va d'une très grande entreprise comme Desjardins, avec 42 000 employés, AgroPure, Coop fédérés, qui sont d'immenses entreprises coopératives, à de multiples petites coopératives UOBNL. Et seulement au plan statistique, je peux vous dire que ça représente 220 000 emplois au Québec. Et c'est 65 % par contre de ces entreprises ont moins de 10 employés. Alors, donc, le mentorat pour ces entrepreneurs. Pardon? Et donc, le mentorat pour ces entrepreneurs, est-ce vraiment possible ou quelle différence y a-t-il dans le mentorat pour eux?
Ah, le mentorat est tout à fait possible. Moi, je me suis investi dans le mentorat à partir de 2014, parce qu'auparavant, j'étais directeur général d'une coopérative financière qui a un volume d'affaires d'1,5 milliard et qui était dédié au financement des coopératives et des OBNL. Et dans ma carrière, ce que j'ai constaté, c'est que les directeurs généraux de ces coopératives étaient souvent très isolés dans leur démarche, dans leur réflexion au plan personnel, au plan de l'humain. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de m'investir dans l'offre de mentorat à ces directrices et directeurs généraux de coopératives et d'associations. Donc, il vivait cette solitude de l'entrepreneur. Merci Paul. Laurent Couture, vous avez créé les Toitures, Couture et Associés avec vos 2 frères. Le secteur du bâtiment, en tout cas en France, que l'on place souvent, bien éloigné de toutes les start-up très à la mode aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux principaux de ces entrepreneurs du bâtiment et ont-ils vraiment une appétence à se faire accompagner? Oui, bonjour. L'industrie du bâtiment au Québec, c'est un secteur qui comprend 44 000 entreprises, dont avec les 3 enjeux principaux suivants. Le premier enjeu, c'est celui du transfert d'entreprises. On prévoit qu'il y aura de 10 à 15 000 entreprises qui vont changer demain. Et ce problème-là, il s'accompagne d'un deuxième niveau. Il y a aussi, en fin de compte, la relève au niveau des cadres des niveau 2. Donc, il y a au niveau du mentorat, en fin de compte, d'affaires, donc au niveau des repreneurs, le réseau est très présent au niveau des repreneurs. Le deuxième enjeu, c'est celui, évidemment, de la rareté de la main-d'œuvre. Écoutez, pour le secteur du bâtiment au Québec, les prochaines années, il nous faut 13 000 nouveaux employés par année. C'est énorme et quasi impossible. Le troisième enjeu, c'est celui, en fin de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Suite à la COVID, en fin de compte, il y a eu une surconsommation des produits de construction, ce qui fait qu'actuellement, il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Voilà les enjeux. Et pour le mentorat, écoutez, avec 10 à 15 000 entreprises en mode reprenariat, c'est clair que pour le réseau et pour moi, je suis très engagé, en fin de compte, je suis un mentor principalement qui accompagne des entrepreneurs en mode transfert d'entreprise. Donc un secteur très en tension et donc le mentorat, c'est vraiment l'urgence visiblement pour ce secteur d'activité. Merci Laurent. Michel Zouari, vous également, toute une vie d'entrepreneur aux côtés de votre mari, apportant des services de promotion et de communication au secteur de la coiffure. Alors vous êtes mentor depuis plusieurs années, particulièrement auprès des femmes. Entreprendre en couple, ce n'est pas toujours simple. Est-ce que cette expérience, dans ce cas particulier, d'être une femme aux côtés de son mari, vous nourrit justement pour votre posture de mentor? Je trouve que justement cette posture est très intéressante parce que nos mentorés, la plupart du temps, bien sûr ne sont pas forcément en couple, mais ont souvent des associés. Et dans mon cas, au niveau de l'entreprise, c'était considéré, on était 2 associés. Donc ça me permet de vraiment les aider dans toute la partie expérience, de comment on fonctionne à 2. Savoir prendre sa place. Savoir prendre sa place, quel espace on laisse à l'autre, quelles sont les compétences de chacun, qui s'occupe de quoi, faire attention entre la vie professionnelle et la vie privée. Toutes ces expériences-là permettent justement, moi, dans mon cas de mentorat, de pouvoir vraiment les aider sur cette partie. J'ai fait plus de 20 ans à 2 dans l'entreprise. Merci Michel. Et Mathieu Boulanger, donc notre 4e témoin, vous êtes fondateur du Petit Plus, une entreprise adaptée, ce qui veut dire qu'au moins 80% de vos collaborateurs étaient en situation de handicap. Vous avez revendu cette entreprise récemment. Vous êtes vraiment un entrepreneur militant. Quand on agit déjà tellement au sein de son entreprise, pourquoi en plus devenir mentor ? Eh bien, moi, j'ai en effet dirigé une entreprise adaptée, j'ai dirigé une entreprise d'insertion par activité économique, et il y a un dénominateur commun entre ce qu'on appelle ici en France l'économie sociale et solidaire, et le mentorat, pour moi, qui est la notion d'utilité. Dans l'économie sociale et solitaire, on va vraiment avoir cette gratification de se sentir utile, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais être mentor et être mentoré, dans les 2 cas, on a quelque chose à y trouver. Et en tant que mentor, moi en tout cas, ce que j'y trouve, c'est cette notion d'utilité, de pouvoir partager toutes les erreurs que j'ai pu faire, de toutes les fois où je me suis cassé la figure, et de pouvoir le mettre à profit. C'est quelque chose qui pour moi a du sens, tout comme l'entrepreneuriat social.
Donc votre vécu à chacun, se sentir utile, savoir prendre sa place, apporter son soutien à un secteur qui nous tient à cœur, que ce soit le bâtiment ou que ce soit l'économie sociale, ce sont vraiment des moteurs pour vous. Est-ce que pour vous, avoir un mentor qui ne soit pas forcément aligné avec ses engagements, un mentoré, pardon, qui ne soit pas forcément aligné avec vos engagements, ce serait possible, ou est-ce qu'il faut vraiment que vous alliez dans le sens de vos convictions? Je vais commencer par donner la parole à Laurent sur ce point-là. C'est vraiment important pour vous d'être dans ce secteur d'activité, dans votre secteur d'activité en tant que mentor? Vous savez que le mentorat au Québec, on n'encourage pas nécessairement, en fin de compte, de mentorer des gens du même secteur. Moi, je le fais dans la construction parce que les métiers sont différents et mon entreprise de toiture, de couverture, si vous voulez, c'est complètement différent d'un plombier. Donc, je peux accompagner un plombier. Mais c'est évident que c'est tout à fait utile, fondamental, nécessaire. Et en fin de compte, ce qu'on constate, c'est que les gens en profitent. Et c'est tellement porteur, je vous dirais, moi, un mentoré sur deux, en fin de compte, c'est souvent par référence. Ce n'est même pas souvent la cellule qui m'envoie mentorer. Donc, c'était à la question si c'est porteur. Oui, c'est très porteur. Et puis, mais on dit que le mentor et le mentoré ne doivent pas être du même secteur d'activité. Alors, comment vous faites, vous, pour ne pas prendre le volant quand vous êtes mentor en étant du même secteur? Je me suis exercé. En fait, je suis quelqu'un, quand je m'assois face à mon mentoré, je prends l'entrepreneur en moi, je le dépose sur une patère à côté. Donc, j'oublie qui je suis pour me mettre dans une posture mentorale de disponibilité, d'écoute, de non-jugement, de non-direction, ce qui me permet d'être aussi à l'aise avec quelqu'un qui est dans le même secteur qu'avec quelqu'un qui serait en technologie ou en pharmacie ou n'importe quoi. Et ça vous arrive d'être sur d'autres secteurs d'activité ou jamais? Non, tout à fait. Moi, c'est un sur deux, c'est le bâtiment et les autres, c'est dans tous les autres secteurs. Donc, votre pratique mentorale, voilà, s'enrichit de l'un à l'autre. Paul, de votre côté, uniquement dans l'économie sociale? Oui, je me concentre dans l'économie sociale et on développe aussi avec d'autres mentors la même approche. Mais en économie sociale, on touche à de multiples secteurs. Ça peut être des entreprises pour des personnes qui ont des handicaps, ça peut être dans le domaine de l'agriculture bio, ça peut être dans les épiceries, les magasins. Enfin, c'est très diversifié, très, très diversifié. Alors, quel est le point principal? Est-ce que ce n'est pas souvent le fait de trouver une rentabilité pour ces associations qui est le point le plus délicat à aborder avec l'économie sociale? Oui, effectivement, il y a disons, 80% du mentorat, 90%, c'est fondamentalement la même approche non directive, une approche d'écoute de compagnon. Par contre, il y a certaines caractéristiques ou défis particuliers auxquels le mentor doit porter attention. La gouvernance, puisqu'il y a un conseil d'administration. Dans d'autres secteurs, ça peut être la solvabilité financière. Mais c'est des caractéristiques particulières au secteur, mais comme d'autres secteurs ont d'autres caractéristiques. Ce n'est pas plus complexe. Merci. Alors Michel, vous de votre côté, vous vous intéressez davantage aux femmes entrepreneurs pour qu'elles sachent prendre leur place, parce que ça reste un milieu encore majoritairement masculin, même si petit à petit le sujet avance dans la tête des femmes. Pour vous, est-ce que c'est important de vous adresser à des femmes qui soient un peu militantes ? Oui, en fait, pour que l'entrepreneuriat féminin se développe, l'idée c'est d'avoir des femmes qui en donnent envie, en fait, et qui leur permettent justement, qui incarnent un rôle, qui incarnent quelque chose, qui donne envie aux autres de faire la même chose. Celles qui n'ont pas encore pour l'instant, qui ont des idées mais qui n'osent pas le faire, sont souvent plutôt attirées par ces femmes qui, elles, ont osé et continuent à oser. Et je pense qu'en effet, c'est très important de pouvoir aller les rencontrer et pouvoir s'occuper d'elles particulièrement. Et est-ce que vous pensez que si vous aviez à accompagner une femme qui n'a pas une ambition, une envie d'aller vraiment plus loin, vous seriez en capacité de l'accompagner, ou vous avez besoin de partager cette conviction forte ? C'est important dans la mesure où, en tant qu'entrepreneuse, je sais que quand on n'avance pas, si on n'a pas l'ambition, il y a d'autres métiers qui sont aussi très intéressants. L'idée de la responsabilisation et de l'ambition est quand même
importante pour moi. Maintenant, c'est son ambition à elle. Elle peut être différente de la mienne, ça pose pas de problème. On peut aller doucement, on peut voir comment elle peut faire, mais je pense quand même que quand on est entrepreneur, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer. Oui. Et alors Mathieu, pour vous qui êtes vraiment dans l'engagement social, est-ce que d'avoir un entrepreneur qui serait juste venu pour monter une start-up et sortir très rapidement en dégageant un maximum d'argent, est-ce que vous pourriez accompagner un entrepreneur qui aurait ce profil-là et qui est un profil parmi d'autres? Ça l'a été. J'ai vécu les deux. J'ai été pas mal de temps dans un groupe dédié aux entrepreneurs sociaux. J'ai, de par mes réseaux aussi, accompagné beaucoup, en dehors du cadre mentoral, mais accompagné beaucoup de porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire. Donc on est en terrain connu, ça peut être gratifiant, mais j'ai aussi accompagné des entrepreneurs qui n'avaient pas du tout l'âme d'entrepreneurs sociaux. Et j'ai pas de problème avec ça parce que ça correspond aussi à mon expérience d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai conservé une activité de conseil sur les sujets économie sociale et solidaire, mais j'ai également une activité de thérapeute. Je consulte en psychothérapie et en sexothérapie. Et ce sujet du non-jugement, de l'accueil inconditionnel, ça fait pleinement partie de mon métier aujourd'hui. Donc, du coup, je suis assez à l'aise avec ça. Je suis là pour accompagner les personnes, je ne suis pas là pour accompagner les entreprises. Et je suis là pour qu'ils traversent l'expérience entrepreneuriale au mieux. Si ça vient heurter trop fort mes convictions, c'est quelque chose que je peux mettre en dialogue, c'est quelque chose, mais ça ne va pas forcément impacter en tout cas mon engagement pour que les gens aillent bien, pour que les gens puissent tirer quelque chose de cette relation mentorale. Donc finalement, quand je vous écoute, les uns et les autres, vous ne cherchez pas le MeToo product, mais vous vous intéressez profondément aux personnes qui sont en face de vous. Votre but, c'est de les faire grandir, c'est de les aider à sortir de la difficulté éventuelle dans laquelle ils peuvent se trouver. Et puis, si ça fait écho à votre propre engagement, eh bien c'est tant mieux. Mais pas forcément être 100% collé à ce que l'on sait faire. C'est ce qui vous permet aussi à chacun de grandir. Marius, en France, nous avons mis au point des programmes qui regroupent des entrepreneurs qui ont une même communauté d'intérêts, comme les femmes, comme les agriculteurs, comme le secteur du bâtiment, les jeunes, la forte croissance. Est-ce que c'est votre cas au Québec ? Bénédicte, il faut dire que les choses sont quand même différentes au Québec. On fonctionne presque exclusivement par territoire. Mais le mentorat, c'est la question que j'ai envie de poser aux intervenants, nos témoins aujourd'hui. Change-t-il pour autant que l'on s'adresse à une femme, à un jeune, à un agriculteur? J'aimerais avoir l'opinion de nos 4 invités. Que pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Comment savoir si le mentoré est fait pour soi et si le mentor est fait pour le mentoré? Alors, allons-y donc avec Paul, lançons donc avec l'économie sociale. Bien, pour la réponse à cette question est assez simple pour moi. C'est mentorer, c'est accompagner. Et dans le mot accompagner, il y a compagnon. Et quand on est un compagnon, il y a confident. Alors, c'est 90% de la démarche, c'est d'être un compagnon confident, capable de faire réfléchir, capable de voir dans le rétroviseur, capable d'éclairer des angles morts, capable de jouer un rôle d'éclaireur. Donc, c'est un métier d'exploration, le mentorat. Le mentor est un explorateur avec son mentoré. Et comment savoir si on est fait pour le mentorer, si lui est fait pour nous? Comment on décide ça rapidement, Paul? Ben, pour moi, c'est beaucoup une relation de confiance. Une fois que la relation de confiance est établie, eh bien, c'est assez facile. Et chaque fois que je termine une rencontre de mentoré, je valide toujours auprès de mon mentoré s'il est confortable, si ça lui donne des gains, des résultats. Et si j'étais complètement mal à l'aise avec un mentoré, je lui signifierais et je pourrais même lui proposer un nouveau mentor. OK. Merci, Paul. Laurent, vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'on est fait pour le bon mentoré? Est-ce qu'on parle à une jeune comme à une femme dans les groupes de mentoré? Comment vous voyez les choses? Écoutez, pour moi, un mentor, on pourrait dire que c'est peut-être une bébête universelle dans le sens qu'on peut mentorer
tout le monde. Qu'importe la position sur la fin entrepreneuriale, que ce soit quelqu'un qui soit au niveau de l'intention mentorale, quelqu'un entrepreneurial, qu'il soit au niveau du démarrage, de la croissance ou du transfert d'entreprise, je peux accompagner tout le monde. Des femmes, j'ai des femmes, des jeunes femmes, j'ai même eu des décédants de 60 ans. Donc, pour moi, un mentor peut accompagner tout le monde. Pourquoi? Parce que le mentor, on possède deux super pouvoirs. Deux super pouvoirs. Celui de l'écoute et celui de la question. Et avec ces deux super pouvoirs-là, on peut accompagner tout le monde. On peut être à la hauteur de l'avenir de nos mentorés. Donc, pour moi, le mentor est une bête, est une pépite peut-être universelle. Merci Laurent. Michel, vous en pensez quoi sur le plateau en France? Vous en pensez quoi de cela? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans la mesure où on peut vraiment accompagner tout le monde. Après, bien sûr, il y a peut-être une résonance, quelque chose qui fait qu'on est plus à l'aise, mais il y a en fait un genre d'alliance qui se passe avec notre mentoré. Et cette alliance lui permet d'être vraiment dans une grande authenticité et de pouvoir tout dire, et en sachant que de toute façon tout est confidentiel aussi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment le maillotage, c'est vraiment le fait, c'est le questionnement. On n'est pas là pour donner des réponses. Donc, quelle que soit la personne, ce qu'elle va nous dire ne dépend que d'elle. C'est vraiment unique. Elle est vraiment unique en tant qu'elle personne et en tant qu'entreprise. Donc, à partir du moment où on est là pour elle, on doit pouvoir, en effet, mentorer tout le monde. Merci. Vous en pensez quoi? Je relance la parole à Mathieu là-dessus. C'est intéressant, les propos. Mathieu, vous en pensez quoi, vous? Eh bien, je pense que si on savait ou pas qu'un mentoré est fait pour nous, on se priverait de quelque chose qui est génial dans le mentorat, c'est la capacité à se laisser surprendre. Pourquoi on n'est pas dans le coaching? Pourquoi on ne donne pas de réponse? Pourquoi on est juste là en miroir? C'est parce que c'est pas que parce qu'on veut laisser l'autre trouver les réponses lui-même, c'est aussi parce que parfois nos réponses, ce seraient des conneries. Pour ce projet-là, pour cet entrepreneur-là, notre vision à nous, qui a été applicable dans nos projets et qui nous a peut-être permis d'avoir un certain succès dans nos entreprises, cette recette-là, ces ingrédients-là, ils ne seraient peut-être pas bons. Et donc, du coup, on s'en rend peut-être pas compte que c'est le mentoré qui a une vision d'avance sur nous, qui a une longueur d'avance sur nous, qui a des idées. Donc on est là aussi pour se laisser surprendre, pour s'autoriser à se laisser surprendre. Donc savoir à l'avance qu'un mentoré serait fait ou pas pour moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour accueillir et pour me laisser surprendre. Oui, j'aime le côté surprise et à partir de là, on se met à l'écoute de notre mentoré. Autre question pour vous quatre. Est-ce que vous avez des services en complément du mentorat en binôme pour permettre aux entrepreneurs de partager leur expérience mentorale ou de développer un réseau professionnel? Allons-y avec Paul. Commençons avec Paul. Pour l'essentiel, nous, le service qu'on offre, c'est un service de mentorat. Il faut dire qu'en économie sociale, il existe quand même tout un réseau d'affaires, toutes des structures de ce que j'appelle l'écosystème de ce secteur économique. Et on est plus en mode référence vers des services de l'écosystème, vers des regroupements, vers des formations, etc., sur le métier, sur le savoir-faire, de gérer une assemblée générale, etc. Et notre service essentiel est concentré sur le mentorat. OK, donc plus un référencement. Laurent, vous en pensez quoi, vous, avec ces services en complément du mentorat? Bien, les services en complément du mentorat qu'on offre au Québec, en tout cas que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs, on fait beaucoup qui a commencé depuis une année. C'est du mentorat de groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, qui est très valorisant et c'est un mix de co-développement et de mentorat. Donc, on est 2 mentors qui accompagnent un groupe de 5, entre 5 et 7, 10 mentorés. Et donc là, on est dans le co-développement. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont d'origine différente, à différents endroits sur la chaîne entrepreneuriale. Et donc, le mentor, par les questions, je veux dire en fin de compte, les fait progresser. Si vous voulez, on les met à la hauteur de leur avenir. Donc, on essaie de les sortir de leur autoroute de la pensée, en fin de compte, de les sortir de l'action pour les amener dans une réflexion plus productive.
Intéressant, Paul et Laurent, donc le référencement et le mentorat de groupe. Michel, vous en pensez quoi de ces services en complément du mentorat? Je suis d'accord également. Nous organisons avec le MoveJ maintenant des modules. Je m'occupe principalement des femmes entrepreneurs et nous créons des modules justement un peu sous forme de co-développement qui permettent aux femmes d'être plus à l'aise aussi, de pouvoir travailler sur l'intelligence collective et qui les motivent entre elles. En fait, et c'est des modules qui sont justement très pertinents, qui sont en plus du mentorat qu'elles ont et qui leur permettent de se connaître, de créer une communauté entre elles, de pouvoir s'entraider. Et plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, donc quand elles sont réunies en intelligence collective, elles vont assez loin dans leurs idées, dans leurs nouvelles idées à développer. Mathieu, faites du pouce un peu là-dessus. Allez-y avec vos idées sur ces compléments du mentorat. Eh bien, pour ne parler que de mes expériences les plus récentes, il y a eu le groupe dont j'ai participé à la création. Bénédicte nous avait accompagnés à Aulnay-sous-Bois. Et là, maintenant, je travaille un petit peu avec la Miel, qui est située à Saint-Denis et à La Courneuve. Et on accompagne ce qu'on appelle ici vulgairement les entrepreneurs des quartiers. Et donc, autour de cet écosystème, il y a beaucoup d'offres de services, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de formation, ce qui permet aussi et c'est un petit peu la culture qu'on peut avoir, nous, en banlieue, de serrer les coudes, d'être entre nous. Et donc, il y a un petit écosystème. Il est, je pense, favorable au partage d'expériences aussi autour du mentorat. Et tout comme le mentorat, il contribue à la pérennité des projets. Parce qu'il y a de l'accompagnement, parce qu'il y a du monde autour et parce qu'il y a ces fameux experts que nous ne sommes pas quand on est en face d'un mentor, qui sont là, qui peuvent conseiller et qui peuvent apporter des conseils parce que dans la vie d'un entrepreneur, de temps en temps, il y a aussi besoin d'un conseil. C'est toi qui vas me contredire sur le sujet. Merci. Merci Mathieu. Donc je retiens la communauté féminine du côté de Michel et puis l'entrepreneur de quartier pour Mathieu. Alors Bénédicte, nous avons toutes les options. Toutes les options ont leur intérêt, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai, pour bien connaître ce qui se passe ici et être à l'origine de pas mal d'initiatives quand même, on se rend compte à quel point la force du collectif est importante pour venir en complément de ce binôme mentor et mentoré. Et c'est important pour les mentorés comme pour les mentors de se retrouver entre eux, de benchmarker leurs pratiques, leur expérience pour pouvoir chacun aller plus loin. Donc nous, on a vraiment tendance à pousser beaucoup sur le territoire les rencontres collectives, alors par communauté d'intérêt, et puis aussi à, pourquoi pas, élargir et faire en sorte que tous ces entrepreneurs se rencontrent. Et c'est aussi notre ambition de faire en sorte que les entrepreneurs de France et de Québec, qui partagent ces valeurs de la relation mentorale, puissent se rencontrer. Est-ce que pour vous tous, les mentors, est-ce que cette idée de créer un grand réseau a vraiment un intérêt? Et puis on le voit en ce moment où on a tous tendance à se replier, on est tous obligés de se replier dans nos frontières. Est-ce que ce réseau international a vraiment une pertinence et comment on peut créer, peut-être, ce serait ça ma question, comment on peut créer un effet boule de neige pour que dans chaque communauté d'intérêt, on puisse avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui aient envie d'être accompagnés par un mentor et puis de plus en plus d'entrepreneurs expérimentés qui aient envie de devenir mentors. Alors je vais commencer par peut-être... moi je commence par Laurent. Comment faire que cette communauté d'entrepreneurs du secteur du bâtiment soit plus accompagnée en s'appuyant sur ceux qui le sont déjà? Écoutez, c'est de prêcher la bonne nouvelle. En fin de compte, c'est de demander à chacun des mentors. C'est ce qu'on fait. En fin de compte, on demande à chacun de nos mentors de devenir des ambassadeurs du mentorat. Et puis, on assiste. Là, on a arrêté à cause de la pandémie, mais on faisait des rencontres au niveau associatif. Chaque métier a son association. Donc, je veux dire, on faisait des rencontres où on faisait le message. Moi, ce que j'aime dire, en fin de compte, à tout le monde, dans le fond, c'est faites-vous le cadeau à vous-même du mentorat. Faites-vous le cadeau du mentorat. Je pense que il y a 93% de mentorés au Québec qui sont heureux, en fin de compte, et qui recommanderaient, en fin de compte, le mentorat. Donc, à 93% de succès, les chiffres disent tout. Faites-vous le cadeau du mentorat.
Et alors, Paul, vous, dans l'économie sociale, comment ce cadeau pourrait-il se généraliser à tout le secteur de l'économie sociale? Bien, on vise tout le secteur et la stratégie est assez simple. Il faut s'appuyer sur les réseaux d'affaires, il faut s'appuyer sur les structures de l'écosystème et que ces organismes, ces structures nous ouvrent la porte. Mais la vente, la mise en valeur du mentorat, elle doit se faire par des mentors qui sont des figures de réussite dans le réseau de l'économie sociale et par des mentorés qui sont capables de témoigner de leur satisfaction. Et c'est facile à trouver. Merci. Donc, on s'appuie sur ces 3 éléments. Merci Paul. Alors justement, s'appuyer sur des mentorés. Michel, je sais que vous travaillez sur la notion de rôle modèle pour ces femmes mentorées. Justement, parmi les modules que nous organisons, nous cherchons à créer ce qu'on appelle des rôles modèles, donc des femmes qui incarnent simplement ce qu'elles sont elles-mêmes. Ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des gens forcément très connus, mais c'est la femme justement qui par son incarnation, par son modèle, en fait, c'est vraiment le mot, permet à d'autres d'avoir envie aussi. Donc, on organise des modules de façon à ce que ces femmes puissent devenir rôle modèle pour être elles-mêmes à l'aise, pour pouvoir ensuite parler à d'autres femmes. Il n'y a pas de meilleure solution que celle-ci. Très bien. Et Mathieu, alors le mot de la fin, comment faire que l'engagement que vous portez soit le plus généralisé possible, que tous les entrepreneurs se disent j'ai cette mission d'accompagner mes pairs entrepreneurs? Vaste question. Ouais. Je pense que ça peut avoir en effet beaucoup d'intérêt d'être dans une communauté d'intérêt et de faire du mentorat dans cette communauté. Et je pense aussi que l'entre-soi, il a ses limites et s'ouvrir en tant que mentor de différentes communautés, se rencontrer, partager ses expériences mentorales, ça vient enrichir encore l'approche. Parce qu'on l'a beaucoup dit, on peut être mentor pour tout le monde, on peut être mentor pour des gens qui ne sont pas du tout dans nos communautés, qui n'ont pas du tout les mêmes convictions que nous, c'est un peu la conclusion générale que l'on a de tout ça. Par conséquent, se rencontrer, échanger, partager sur le mentorat pluriel, c'est quelque chose pour moi qui peut que rayonner ensuite sur la vision du mentorat dans toutes les communautés, faire des petits groupes communautaires, faire des choses beaucoup plus ouvertes, voilà, trouver cette pluralité qui permet la richesse, quel que ce soit dans le mentorat ou dans d'autres domaines. Et se rencontrer en présentiel de préférence, s'il vous plaît. Se rencontrer effectivement en préférentiel. D'ailleurs, on t'attend. Hein. En présentiel. Prenez l'avion, il y a de la place dans le studio. Merci. Oui, avec plaisir. On a envie de dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez un vécu, devenez mentor, vous démarrez la route, ou vous êtes face à quelque chose que vous ne savez pas aborder. N'hésitez pas à venir toquer à la porte du réseau mentorat, que ce soit au Québec, que ce soit en France. Il y a partout sur le territoire des entrepreneurs qui ne demandent qu'à faire le chemin avec vous, faire un bout de route avec vous. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous les mentors qui ont encore une fois donné de leur temps pour les entrepreneurs, Paul, Laurent, Michel, Mathieu. Un grand merci à Marius pour cette 4e émission. Et nous nous retrouvons pour la 5e et dernière émission demain, même heure, même canot. Donc toujours en compagnie de Marius pour le Québec. Et c'est Arnaud Le Gall, côté français, rédacteur en chef aux Échos, qui animera ce plateau. Ce sera donc une dernière émission pour qu'ensemble nous explorions toutes les pistes pour que sur nos territoires, tous les entrepreneurs puissent avoir accès au mentorat pour faire grandir leurs entreprises et surtout créer de l'emploi. Nous allons en avoir tous vraiment besoin.